Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le WAQF pour les œuvres de bienfaisance fait partie des actions recommandées par l'islam, affirmé ce matin le Premier ministre à l'ouverture du grand colloque sur le WAQF. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines auditionné par l'Assemblée nationale sur la situation de la SNIM et le Sénat adopte la loi de finances initiale 2016. Les autorités israéliennes ne ménagent pas les Palestiniens dans leurs investigations pour retrouver l'auteur de la fusillade de vendredi dernier dans le centre de Tel Aviv. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Notre pays a condamné par le biais du ministère des Affaires étrangères de la coopération les émeutes dirigées contre les missions diplomatiques du Royaume d'Arabie Saoudite en République islamique d'Iran et les différents dommages en résultant. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères de la coopération rappelle que le respect de la souveraineté et l'obligation de non-ingérence dans les affaires internes des États demeurent des principes fondamentaux du droit international et des usages diplomatiques courants. Le WAQF, cette institution caritative ancrée dans les valeurs intrinsèques de l'islam, faisait ce matin l'objet d'un grand colloque islamique supervisé par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hademin. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'Association des oulémas de Mauritanie, co-organisateurs de ce colloque, souhaitent vulgariser la portée islamique et socio-économique du WAQF dans l'objectif d'encourager l'esprit d'altruisme. Aminata Khan était présente à la cérémonie d'ouverture. Voici son compte-rendu. L'importance du WAQF et sa relation avec le développement économique et social, c'est la quintessence de ce grand colloque scientifique. Ouvrant les travaux de la rencontre, le Premier ministre Yahya Al-Hademin a d'emblée indiqué que l'institution du WAQF est un système unique de solidarité et d'entraide qui est né et qui s'est développé dans la civilisation islamique et sur lequel des générations de la Oumma se sont fondées pour soutenir divers aspects de leur vie. Il a été par la suite développé à chaque époque, diversifié et a vu ses champs d'intervention étendus suivant la situation des gens d'alors ainsi que leurs besoins. Il n'y a pas de domaine économique, social ou religieux qui n'ait pas connu la contribution du WAQF en raison de ses moyens qu'il mobilise et les ressources pérennes qu'il rend disponibles pour financer les besoins de la société et doter les services publics des moyens lui permettant de mener à bien leur mission dans les meilleures conditions, a ajouté le ministre. Prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmadullah Daoud, a indiqué que le gouvernement accorde un intérêt particulier au WAQF en raison de son importance dans tous les domaines, y compris le raffermissement de l'unité nationale partant des instructions du président de la République. Le département, poursuit-il, œuvrera avec dévouement à dynamiser et promouvoir le WAQF en faisant en sorte que les grandes entreprises et les bienfaiteurs y contribuent avec force à traduire dans les faits de cette orientation qui ne manquera pas d'apporter fruit tant dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Mohameden Oulta, secrétaire général de l'Association des oulémas de Mauritanie, a apprécié ce colloque ainsi que les efforts consentis par les hautes autorités pour promouvoir le WAQF eu égard de son importance pour les pauvres et les démunis. Il a ajouté que notre pays est fondé sur les valeurs de l'islam. Ce colloque en est la preuve probante de l'intérêt particulier accordé par les hautes autorités au WAQF qui est devenu une responsabilité partagée par tous les secteurs gouvernementaux au lieu d'un seul comme c'était le cas auparavant. À noter que cette rencontre de 2 jours comprend des exposés et conférences qui abordent les règles de la charia et les dimensions religieuses et morales, l'importance du WAQF et l'intérêt de le promouvoir, sa relation avec le développement économique et l'investissement dans ce secteur et les règles de la charia le régissant. Au chapitre des activités de l'Assemblée nationale, la plénière consacrée ce matin à la réponse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines
à 2 questions relatives à la situation de la SNIM et à la politique suivie par cette société dans le domaine de l'exploration. Les 2 questions ont été adressées au ministre par les députés Al-Khalil Al-Tayyib et Al-Qasm Al-Ballal. Abdelrahman Hamad. Cette séance plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence de son président, député Mohamed Al-Baylil, a été consacrée à la réponse à 2 questions orales adressées au ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. La première, adressée par le député Al-Qasm Al-Ballali, sur la dernière grève que connaît la SNIM, s'interrogeant sur les leçons tirées de cette grève. Dans sa réponse, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a passé en revue les détails de l'accord signé entre les délégués des travailleurs et la SNIM pour mettre en terme cette grève. Cet accord stipule qu'une proposition d'une augmentation générale des salaires soit soumise au conseil d'administration au cours de sa session de septembre 2014, a ajouté le ministre. M. Ahmed Salim El-Bachir a précisé qu'après la tenue de cette session, les travailleurs ont été informés que le conseil d'administration a pris connaissance de cet engagement, mais la situation actuelle ne permet pas de prendre une décision à cet égard et que cette question restera inscrite sur l'ordre du jour des prochaines sessions. Et le ministre de souligner que le conseil d'administration a rappelé aux travailleurs la chute des prix des minerais de fer, tout en les exhortant à redoubler d'efforts pour soutenir les plans de réduction des coûts et d'amélioration de la productivité de la SNIM pour faire face à la situation difficile qu'elle traverse. Malheureusement, un groupe de travailleurs a sous-estimé l'appel objectif de la société et décidé d'engager une grève. Malgré les circonstances subjectives qui ont entouré cette grève, les pouvoirs publics ont lancé un processus de médiation entre les 2 parties, a poursuivi le ministre. La deuxième question orale a été adressée par le député Khalil Al-Tayyib. Celui-ci s'est interrogé sur la rentabilité et la faisabilité de la politique suivie par le gouvernement dans le domaine de la prospection des mines. Dans sa réponse, le ministre a indiqué que dans le cadre de la déclaration de sa politique minière, notre pays avait fixé comme objectif l'amélioration de la performance du secteur à travers la diversification des agents et des ressources minières. C'est pourquoi le pays a adopté le processus de privatisation du secteur minier, ouvrant ainsi les portes devant le secteur privé auquel l'État a dédié le développement de l'industrie minière, et l'État s'est consacré donc à ses principales missions, à savoir la création d'une structure cohérente pour l'investissement, la promotion du secteur ou encore la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel incitatif. Dans leurs interventions, les députés ont soulevé un nombre de questions portant essentiellement sur la politique minière de notre pays, la situation de la SNIM et les conditions de vie des travailleurs dans les sociétés minières. Certains députés se sont interrogés sur la réalité des découvertes du pétrole et du gaz dans notre pays. D'autres ont posé des questions sur les délestages électriques intempestifs. Réagissant à ces interventions, le ministre a souligné que les dernières découvertes pétrolières et gazeuses ont été annoncées en 2015, faisant remarquer que la découverte ne signifie pas l'exploitation qui dépend de la faisabilité de ces découvertes. À propos des coupures électriques, M. Ahmed Salim El-Bachir a fait la lumière sur les réalisations accomplies dans le secteur de l'électricité et les potentiels de notre pays dans ce domaine, promettant de surmonter ces difficultés dans la célérité requise. Le député Al-Qasm Al-Ballali a repris la parole pour appeler de nouveau à l'amélioration du cadre de vie des travailleurs de la SNIM. Quant au député Khalil Al-Tayyib, il a apprécié les politiques suivies dans le domaine du pétrole, de l'énergie et des mines. C'était également à l'Assemblée nationale que s'est réunie ce matin la commission paritaire du Sénat. Députés, sénateurs sous la présidence du député Mohamed Mokhtar El-Zamel, qui a examiné le projet de loi sanctionnant la fabrication, l'importation, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. Ce projet de loi fixait les sanctions prévues contre de telles activités. Était présent à cette réunion le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara.
Au niveau de la Chambre haute, les sénateurs ont adopté aujourd'hui le projet de loi de finances initiale 2016. C'était au cours d'une plénière où le ministre des Finances, M. Mokhtar Ndiaye, a présenté les différents axes de cette loi. Compte rendu de Rabia Deda. Au cours de cette séance plénière présidée par M. Ba Abdul Haj, son vice-président, le Sénat a adopté le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2016. Pour l'année 2016, le montant des ressources affectées au budget se chiffre à 451 167 622 000 ouguiyas. Le ministre des Finances, M. Mokhtar Ndiaye, a indiqué dans son exposé relatif à ce budget, prononcé devant les sénateurs, que sur le plan national, le programme économique du gouvernement pour l'année 2016 se fixe comme objectif macroéconomique d'atteindre un taux de croissance économique de l'ordre de 5,2% et de contenir le taux d'inflation à 4,5% en moyenne annuelle. Il a souligné également qu'il vise à ramener le déficit budgétaire global hors don à 2,5% du PIB extractif ainsi qu'à porter les réserves officielles de change à 9,9 mois d'importation de biens et de services. Le contexte international dans lequel est élaboré le projet de loi de finances 2016 est marqué par des perturbations de l'économie mondiale et des turbulences géopolitiques majeures, a-t-il ajouté. Rappelons que cette situation est due essentiellement aux évolutions observées dans les pays industrialisés, notamment les États-Unis, la zone euro et le Japon, où la croissance a été globalement modeste, citant aussi le cas des États émergents où la poursuite du ralentissement de la croissance est observée. Les sénateurs ont tour à tour loué au cours de leur intervention la présentation au Sénat pour examen du projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2016 dans les délais légaux. Nous restons dans l'hémicycle qui a abrité aujourd'hui également la conférence des présidents consacrée au dépôt de 2 projets de loi. Le premier modifiant certaines dispositions de la loi relative au code d'investissement et le deuxième abrogeant et remplaçant la loi relative à l'organisation et au développement de l'éducation physique et sportive. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Emmanuel Cher. Toujours au Sénat, la commission des lois constitutionnelles a examiné aujourd'hui 4 projets de loi. Le premier portant ratification de la Convention arabe numéro 3 de 1971 relative au niveau minima d'assurance sociale. Le deuxième autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 18 de 1996 relative au travail des enfants. Le troisième autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 19 de 1998 relative à l'inspection du travail et enfin le quatrième autorisant la ratification du protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydna Ali Mohamed Khouna. Par ailleurs, les commissions des affaires extérieures et de la défense et des affaires islamiques ont examiné le projet de loi relatif au code des investissements en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sid Ahmed El-Raïs, et la deuxième, le projet de loi relatif à l'organisation et au développement de l'éducation physique et du sport. C'était en présence de Dr Koumbaba, ministre de la Jeunesse et des Sports. Destination à présent le Brakna où la ministre de l'Agriculture vient d'achever une visite d'information et de prise de contact. Dernière étape de ce périple de Mme Lamina Mtelkatouboulmouma, les villes de Mbagne et de Bababé, dans lesquelles elle a visité des périmètres et des centres de recherche agronomique. Hier, la ministre était à Bogué où elle a tenu une réunion avec le staff régional de son département. Abdul Adamaba. L'objectif de ce déplacement est de s'informer sur la situation agricole et la bonne exécution des projets agricoles au niveau de la vallée du fleuve. Cette deuxième réunion consécutive à Bogué a réuni entre autres Mme Lamina Mtelkatouboulmouma, ministre de l'Agriculture, le Wali du Brakna, les autorités administratives, les élus locaux et agriculteurs. S'exprimant au cours de ces rencontres, elle a passé en revue la politique du département qu'elle dirige,
Avant de préciser que toutes les dispositions pour une campagne agricole et maraîchère réussie ont été prises par son département. Elle a dans ce cadre cité la mise à la disposition des agriculteurs de semences de qualité, de matériel agricole, en plus de l'encadrement technique. En outre, elle a ajouté que ces dernières années, l'accent a été mis sur l'octroi des crédits aux agriculteurs afin d'accroître la production agricole quantitativement et qualitativement. Cette réunion a donné lieu à plusieurs interventions au cours desquelles un certain nombre de problèmes liés à la commercialisation, la fourniture d'intrants agricoles, la protection des cultures et la nécessité de poursuivre la lutte anti-aviaire ont été soulevés. L'heure est au bilan dans les établissements scolaires après la clôture du premier quart de l'année scolaire. Les premières compositions du premier trimestre débutent en effet demain sur l'ensemble du territoire national, aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Retour à Abdullah Damaba. À quelques heures des examens du premier trimestre au niveau des établissements du primaire et du secondaire, l'heure est à la sérénité au sein de ces établissements visités. On s'attelle à la vérification pour voir si tout est fin prêt, comme les préparatifs pour la surveillance de ces examens que doivent passer ces élèves. Pour ce professeur, toutes les mesures idoines ont été prises, les calendriers des examens ont été affichés à temps pour toutes les classes. Il indique par ailleurs qu'il en est de même par rapport aux emplois du temps pour le corps professoral en charge de la surveillance de ces examens. Quant à cet autre professeur, il affirme que tout se déroule normalement concernant les préparatifs pour ces examens. Au niveau de la direction des examens et concours en charge de l'organisation et de la supervision de ces examens nationaux, le directeur adjoint a souligné que les examens du baccalauréat et du BEPC se préparent activement. Le dépôt des candidatures pour ces examens a été ouvert du 30 novembre jusqu'au 12 février 2016. Avec cet état des lieux pour les examens qui doivent passer les élèves, les autorités qui ont la responsabilité de mener à bien ces examens ont pour objectif la hausse du rendement du système éducatif mauritanien. Le bilan du premier trimestre de l'année scolaire, ce sera après ses compositions. Quant à celui des accidents des circulations, on le connaît déjà, il est lourd selon les autorités compétentes qui ont décidé à partir de cette année de mener une campagne tout azimut pour diminuer le nombre des accidents. Rabea Deda. Le lieu, environ 90 km de Nouakchott, sur la route Nouakchott-Rosso, le temps, la matinée du 1er janvier 2016. Cet accident de la route meurtrier a laissé des morts et blessés victimes de l'excès de vitesse. Cet homme nous confie que cet accident s'est déroulé ainsi, que la petite voiture voulait effectuer un demi-tour, le bus l'a percuté de plein fouet. Parmi les 3 occupants de la voiture, 2 sont morts sur le coup et la 3e personne était en vie. Quant à cet homme, il affirme que le danger vient des minibus dû à leur excès de vitesse et à leur non-respect du code de la route. Cet accident meurtrier nous conduit à la Direction générale des transports terrestres, relevant du ministère de l'Équipement et des Transports, afin de trouver les réponses aux questions des citoyens qui tournent autour de la question à qui incombe la responsabilité de l'augmentation du chiffre des accidents. Je vais quand même rappeler que, la responsabilité des accidents incombe en grande partie aux conducteurs des véhicules automobiles. Qu'ils soient privés, qu'ils soient du transport public, tous les conducteurs ont la même responsabilité dans la conduite automobile. Aucun accident, tous les accidents, 90% des accidents, sinon plus de 90% des accidents, sont dus au fait des conducteurs. Soit des erreurs de conduite, soit des fausses manœuvres, soit des imprudences, des excès de vitesse, etc. Ou de somnolence. Mais les aspects mécaniques, généralement, sont très limités à 2 ou 3%. Ce qui me laisse dire, de recommander à tous mes compatriotes, tous les conducteurs de véhicules automobiles, que la ceinture de sécurité n'est pas donnée gratuitement pour rien, qu'elle peut bien sauver des vies humaines lorsqu'elle est utilisée, que la vitesse, lorsqu'elle est limitée à un maximum de 100 km, on a 90% de chances de pouvoir immobiliser son véhicule quand on voit n'importe quel danger. Au-delà, le contrôle devient difficile et impossible. Afin de mettre fin aux accidents meurtriers et aux excès de vitesse et au non-respect du code de la route, des campagnes de sensibilisation seront menées. Je voudrais simplement rappeler que
la Direction générale des transports terrestres et le ministère de l'équipement et des transports font tout actuellement et sont en train de préparer la mise en place du Conseil national de sécurité routière qui a été désigné par décret, pris en Conseil des ministres et qui est présidé par le Premier ministre et que nous voulons mettre en place à partir de cette année avec des conseils régionaux présidés par les Wali. Et en même temps, nous voulons accompagner cette mise en place de ces structures par une campagne qui devrait s'étaler sur les années, sur l'année 2016, ou en tout cas en grande partie sur une grande partie de l'année 2016. Ce que nous voulons, c'est donc faire baisser au maximum le nombre des accidents et les conséquences de ces accidents. En attendant l'activation du Conseil national de sécurité routière, la responsabilité reste partagée entre les conducteurs conscients et les adeptes des excès de vitesse. Nous refermons ce journal par un rapide survol de ce qui fait l'actualité en République centrafricaine, en Afghanistan et en Palestine. La police israélienne n'avait toujours pas retrouvé aujourd'hui la trace de Nash'at Mulhum, l'arabe israélien suspecté d'être l'auteur de la fusillade du bar de la rue Dizengoff à Tel Aviv le 1er janvier, au cours de laquelle 2 personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées. Les forces de sécurité ont récupéré son téléphone portable et continuent d'enquêter dans son entourage familial. Une sœur du suspect a été arrêtée dimanche et un frère de Mulhum sera présenté en fin de matinée devant le tribunal de Haïfa pour la prolongation de sa garde à vue. La police continue de ratisser activement le quartier de Ramat Aviv au nord de Tel Aviv. C'est dans ce quartier bourgeois de Tel Aviv que son portable a été découvert, ce qui laisse à penser qu'il pourrait se cacher dans le secteur dont il connaît tous les immeubles et tous les codes d'entrée. Une importante fédération d'Arabes israélienne a sévèrement condamné dimanche la fusillade de la semaine dernière. Les forces afghanes ont mis fin ce soir au siège par des hommes armés d'un bâtiment proche du consulat indien à Mazar-Sharif, entamé 25 heures plus tôt. Selon la police, l'opération est terminée et tous les terroristes ont été tués. Dans la matinée, les forces afghanes avaient débuté leurs opérations destinées à reprendre la maison aux insurgés qui s'y étaient retranchés dimanche soir après avoir tenté en vain de prendre d'assaut le consulat d'Inde situé à proximité. En Centrafrique, une vingtaine de candidats du premier tour de la présidentielle ont exigé l'arrêt des opérations électorales, dénonçant une mascarade. Les signataires qui font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels du scrutin du 30 décembre refusent d'être complices de cette mascarade électorale et exigent purement et simplement l'arrêt des opérations au profit d'un processus concerté. Faustin Archand Touadéra et Aniste Georges Dologolé, pour l'instant en tête de la course, ne figurent pas parmi les signataires. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Waqf pour les œuvres de bienfaisance fait partie des actions recommandées par l'islam, a affirmé ce matin le Premier ministre à l'ouverture du grand colloque sur le Waqf. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, auditionné par l'Assemblée nationale sur la situation de la SNIM, et le Sénat adopte la loi de finances initiale 2016. Les autorités israéliennes ne ménagent pas les Palestiniens dans leurs investigations pour retrouver l'auteur de la fusillade de vendredi dernier dans le centre de Tel Aviv. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.